Bonjour, on commence la première séquence de vos toutes premières classes inversées. Donc cette première classe inversée, c'est un cours en fait qui s'appelle des éléments aux roches, qui est la deuxième partie de la section en fait du chapitre la matière dans l'univers, dont le premier traite, on a vu ensemble le cours d'avant, euh, comment les éléments sont générés dans l'univers, dans les étoiles, etc. Donc une fois qu'on a ces éléments, comment est-ce qu'on fait des roches, quelles sont les informations qu'on peut tirer de ces roches, c'est ce qui va être discuté dans ce cours. Donc on va commencer tout de suite par une question générale qui est qu'est-ce que c'est qu'une roche? Pour vous, ce serait qu'est-ce que serait une roche? Pour certains, vous voyez, une roche c'est un, ça sert à grimper dessus. Pour d'autres, chacun en fait a son appréhension, à sa vision de ce que représente une roche, puisque c'est quelque chose qui est présent dans la nature autour de nous. Donc, sûrement un certain nombre d'autres. Peut-être que vous vous êtes amusé avec, vous collectionnez les cailloux quand vous étiez petit, par exemple. D'autres, ça va pas être trop leur trip. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une roche pour un professionnel des cailloux, des sciences de la Terre, de la géologie? Ça a une définition assez précise. Donc une roche, en gros, une roche, c'est un ensemble d'un ou plus, en général plusieurs minéraux. Et qu'est-ce qu'un minéral? Un minéral, c'est un ensemble d'un ou plusieurs types d'atomes, donc souvent très nombreux. Mais dans le minéral, cet ensemble d'atomes est un ensemble qui est structuré, agencé. Donc on le verra, on va en discuter justement dans ce cours. Le minéral, c'est un ensemble d'atomes agencé de manière structurée, de manière très particulière, qui fait qu'un minéral, ce n'est pas la même chose qu'un verre, ce n'est pas la même chose qu'un liquide. Voilà. Donc une roche, un ensemble de minéraux, un minéral, un ensemble d'atomes. Ça, c'est une définition très générale. Il y a toujours, vous savez, dans la nature, des exceptions, comme le pétrole, on appelle ça une roche. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. On va essayer de faire ce changement d'échelle, de partir des petites structures, c'est-à-dire de l'atome, pour aller vers la roche. Donc on va partir de l'échelle du nanomètre pour arriver à l'échelle du centimètre d'une roche à travers cette vidéo 3D. Donc cette vidéo 3D, elle va démarrer sur ce qui se passe de plus petit dans une roche. Donc on part d'un atome. Ici on prend un atome de silicium qui va être entouré de 4 atomes d'oxygène et en fait qui va avoir des liaisons fortes avec ces atomes d'oxygène. On crée une espèce de structure particulière, de géométrie particulière qui s'appelle un tétraèdre, tétraèdre SiO4, donc une liaison silicium avec 4 oxygènes, qui est présente, on le verra, dans énormément de minéraux terrestres. Donc déjà, ces types de liaisons fortes, c'est quelque chose de souvent particulier pour les minéraux. Ensuite, on va placer plusieurs de ces tétraèdres ensemble, avec d'autres atomes différents, d'atomes de magnésium, pour une formule, un minéral dont la formule en fait structurale sera Mg2SiO4. Si on réduit au plus petit, donc on compte le nombre, si vous voulez, de magnésium, de silicium et d'oxygène dans un minéral et qu'on essaye de réduire au plus petit dénominateur, eh bien il y aura effectivement 2 magnésium pour un silicium pour 4 oxygènes. Donc l'arrangement atomique qu'on montre ici, à l'intérieur même d'un minéral, il est très particulier parce que c'est l'arrangement, en fait, une structuration qui est la plus petite existante dans le minéral. On appelle ça une maille élémentaire, et donc elle a une géométrie particulière, donc avec 3 côtés perpendiculaires et ici de longueurs différentes. Et donc cette maille, elle constitue le plus petit motif qui va décrire la structure du minéral qu'on regarde en ce moment. Sa structure, on en parlera après, c'est une structure qu'on appelle orthorhombique, c'est pour définir un peu la géométrie de cette structure. Toutes les faces sont orthogonales et toutes les arêtes sont différentes. Donc là, vous le voyez bien en 3 dimensions. Il y a un agencement géométrique qui est particulier et qu'on va regarder comme un motif. Et donc ça, c'est, on va dire, la plus petite structure du minéral. Et en fait, un minéral, c'est une répétition de ce motif. Vous voyez, des millions de fois, même, ça dépend de la taille du minéral.
Et en fait, lorsque cet arrangement ordonné de ces motifs, il se reconnaît en fait quand il forme un minéral. Ici, ce minéral avec cette chimie et cette structure, c'est ce qu'on appelle la forstérite. C'est un type d'olivine qui est le minéral le plus abondant sur Terre, en fait, dans le manteau de la Terre, de la famille de ce qu'on appelle les nésosilicates. Et donc, cette structure euh, du minéral qui se fait à toute petite échelle a un impact sur la forme ensuite du minéral. Vous voyez ici la forme des faces, etc. Elle est due à cette répétition de motifs. Et ensuite, le minéral, lui, eh ben, il est lorsque ce minéral il se retrouve dans un ensemble avec plein d'autres minéraux, on va former une roche. Donc ici, cette roche, c'est ce qu'on appelle une péridotite. Ici, une péridotite à spinel, c'est qu'à l'intérieur de ce minéral, il y a beaucoup d'olivine, mais on va voir, il y a aussi ce qu'on appelle des pyroxènes, et puis il y a aussi du spinel. Cette roche-là que vous voyez ici, qui est modélisée en 3 dimensions, en fait, c'est la roche la plus abondante qui existe sur Terre. Enfin, c'est le représentant du manteau terrestre, le représentant de la Terre sous forme caillou. Donc, lorsqu'on assemble des minéraux, ça fait une roche. On regarde ici un autre minéral qui s'appelle le clinopyroxène, qui est donc un minéral présent dans la péridotite. Donc si on regarde ce minéral, on voit toujours ces tétraèdres là, SiO4, mais là la chimie est un petit peu différente. Dans ce clinopyroxène qui s'appelle le dioxyde, il contient aussi du calcium, c'est ce qui est en blanc ici. Et si on regarde cette maille élémentaire, cette structure élémentaire, vous voyez qu'elle est inclinée, d'où le nom du clinopyroxène. Elle est un petit peu différente et c'est une structure qu'on appelle ici monoclinique avec 2 faces rectangulaires, une qui ressemble à un trapèze. Toutes les arêtes ici sont différentes. Donc on a ici une maille, une structure qui est différente de celle de la forstérite. Et toujours pareil, cette structure en fait c'est le motif de base. Pour former un minéral, il faut rajouter d'autres motifs. Et quand on regarde en fait en 3 dimensions ces motifs, on voit qu'il y a vraiment une structure dans le minéral qui est particulière. Vous voyez les SiO4, là, les tétraèdres SiO4, ils forment comme des chaînes lorsqu'on regarde un peu d'en haut ce minéral, des chaînes comme ça qui sont parallèles et qui peuvent être très longues. Voilà, donc le minéral, c'est quelque chose de très structuré. Il y a plein de formes différentes, des chimies différentes, des structures différentes. On va regarder ensuite, on va passer ensuite à un autre minéral un petit peu différent, histoire de vous donner en fait un petit panorama. Celui-là, c'est ce qu'on appelait le spinel, donc de formule MgAl2O4, donc il n'y a pas de silicium là-dedans. Et ce spinel, en fait, il est agencé différemment. Ici, il n'y a plus de tétraèdres. On voit que l'aluminium avec les oxygènes, ça forme des octaèdres, et puis entre ces octaèdres, on a des atomes de magnésium. La structure ici, vous voyez, ça ressemble à la maille, elle ressemble à un cube. Toutes les faces sont identiques, les arêtes sont orthogonales. Donc le spinel aura une structure qu'on appelle cubique. Sa plus petite maille, la plus petite structure qui décrit ce minéral, qui définit ce minéral, c'est donc un cube. Et encore une fois, pour former un minéral, il faut multiplier cette structure beaucoup de fois, beaucoup plus que ce qui est représenté ici. Mais ici, ça vous montre juste la structuration, la géométrie à l'intérieur du minéral. On voit quelque chose qui est très organisé, très très structuré, contrairement à ce qu'on retrouverait par exemple dans des liquides et encore pire les gaz. Donc voici le spinel qui est un des minéraux avec la forstérite et le clinopyroxène qui vont former cette roche qu'on appelle la péridotite et qui représente le manteau terrestre. Alors, on va commencer par s'intéresser aux minéraux, avant de s'intéresser ensuite aux roches. Maintenant que vous avez vu comment on passe des atomes aux minéraux et aux roches. Donc les minéraux, c'est en fait c'est des solides qui sont
99,9% c'est des solides qui peuvent avoir des formes très très diverses, très différentes, qui ont tous des propriétés aussi très très différentes, donc qu'on utilise dans l'industrie, qu'on utilise pour la recherche, pour un tas d'applications. Et ici, par exemple, on est dans une cave en fait au Mexique où il y a des cristaux qui sont énormes. Hein, vous voyez, ils font plusieurs mètres. Mais chacune de ces barres là, c'est un cristal unique. C'est pas une roche, c'est un cristal unique qui s'est formé. Donc la diversité des cristaux en termes de taille, de couleur, de propriétés physiques, de propriétés chimiques, tout ça, c'est assez incroyable. Alors du coup, comment est-ce qu'on les caractérise? Comment est-ce qu'on différencie les différents cristaux? Eh ben, d'abord, ce qui compte dans les cristaux, on a vu que c'est l'arrangement, la structuration. Et ça, ces structurations, ça se fait essentiellement à cause des liaisons entre les différents atomes. Et les liaisons atomiques, il y en a 3 différents types et qui va conditionner très souvent la structure, les propriétés des minéraux qu'on va regarder. Donc dans ces liaisons atomiques, il y a des liaisons qu'on appelle liaisons ioniques. Alors qu'est-ce que c'est que les liaisons ioniques? Eh bien en fait, on a deux éléments chimiques qui vont en fait partager un électron. Donc il y a un électron qui va appartenir à une espèce chimique et qui va être emprunté en quelque sorte à l'autre espèce chimique. Donc ce qui est bien connu par exemple, c'est les cristaux de sel, NaCl, donc Na+, Cl-. Donc le chlore va emprunter un électron au sodium pour faire cette liaison. Et donc ces liaisons avec un arrangement, à très petite échelle va former ensuite ces cristaux de sel. On a un autre type de liaison chimique qu'on appelle des liaisons covalentes. Alors là, on a un partage d'électrons qui est équitable. C'est-à-dire qu'on a deux éléments chimiques. Un élément donne un électron à l'autre et l'autre donne aussi un électron au premier. Et c'est ça qui va permettre cette liaison. C'est un partage. Un exemple de minéral dans lequel les liaisons covalentes sont très très importantes, c'est le diamant. Le diamant, c'est des atomes de carbone qui sont liés entre eux avec des liaisons covalentes. Le dernier type de liaison, c'est les liaisons métalliques. Donc vous avez vu que ces liaisons, ça se fait toujours c'est les électrons qui déterminent comment les atomes sont liés entre eux, c'est les agents de ces liaisons. Et en fait, dans les liaisons métalliques, c'est très particulier parce que les électrons, il y a une partie des électrons qui sont complètement libres de passer d'un atome à l'autre. Il n'y a plus en quelque sorte de propriété dans les métaux pour les électrons. Et donc là, il y a un partage sans reconnaissance d'à qui est cet électron. Il y a des électrons qui se baladent et qui sont partagés par les différents noyaux. Donc là, vous avez... en fait, ça c'est une météorite de fer. Et vous avez des cristaux de fer là-dedans qui sont des métaux et dans lesquels ces électrons sont libres de passer d'un atome à l'autre. Alors après, en classe, une fois que ces atomes sont liés entre eux, ils vont former des structures cristallines. Et en fait, ces caractères cristallographiques, structurels, dont je vous ai déjà présenté des petites choses avant, qu'on retrouve d'ailleurs sur cette diapo, ces structures, c'est quelque chose qui va définir beaucoup de choses dans les propriétés physiques, dans le caractère, dans l'identité même d'un cristal. Il se trouve qu'on a 7 systèmes cristallins possibles. Il n'y a aucun autre système cristallin qui a été décrit dans la nature jusqu'à présent. Le but, c'est pas de connaître tout ça par cœur, mais de savoir un petit peu comment ça marche. Donc ces systèmes cristallins, ils se définissent sur la petite maille élémentaire dont je vous ai présenté tout à l'heure. Le plus petit élément de cristal qu'on peut répéter à l'infini pour former un cristal. La plus évidente, la plus simple à considérer, c'est donc la structure, le système cristallin cubique, dans lequel toutes les faces sont égales, les arêtes sont égales, les angles sont à 90 degrés. On a vu tout à l'heure le spinel, mais le sel, par exemple, dont j'ai parlé sur la diapo d'avant, en fait, a une structure cubique. On a d'autres types de structures où les angles ne sont pas toujours à 90 degrés entre les différentes faces. Par exemple, la structure monoclinique. Le clinopyroxène de tout à l'heure a une structure monoclinique. Mais sinon, vous avez aussi le gypse, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Voilà, CaSO4 avec un peu d'eau là-dedans, qui a cette structure monoclinique et dont on retrouve même dans la forme du cristal les angles qui sont les mêmes que ceux de la maille. Voilà.
Structure orthorhombique, celle de l'olivine dont on a parlé tout à l'heure. Là, c'est les arêtes qui sont différentes, mais tous les angles sont à 90 degrés. Donc on définit ces systèmes cristallins avec les notions de distance des différents axes et les angles entre ces différents axes, entre ces différentes phases. Donc ça, c'est une première manière de les définir. Ça ne suffit pas, en fait, parce que les propriétés physiques, les propriétés chimiques ne dépendent pas que de la structure, mais dépendent aussi de quelles sont les molécules, quels sont les éléments chimiques qui sont à l'intérieur. Vous savez bien que les éléments chimiques ont des caractères, justement des propriétés chimiques qui leur sont propres aussi. Donc la classification des minéraux se fait aussi sur les caractères chimiques. Donc ici, vous avez les principales familles de minéraux sur leur caractère chimique. Les premiers, ça aurait pu être dans un autre ordre, mais en tout cas ceux par lesquels je commence ici sont les sulfures. Les sulfures, c'est des minéraux qui sont construits autour de l'atome de soufre. L'atome de soufre sous forme réduite. Par exemple, la pyrite, c'est FeS2, et c'est le soufre ici est sous forme réduite. On a les halogénures. Donc les halogénures, c'est les minéraux qui contiennent tous ces éléments qu'on appelle les halogènes, chlorure, le fluor, etc. Donc par exemple, le sel dont je parle depuis le début, fait partie des halogénures. Les carbonates, ce sont les minéraux qui vont avoir dans leur structure l'ion carbonate, CO3. Donc souvent, ces minéraux-là auront des liaisons en fait, qui seront des liaisons ioniques entre CO3 et autre chose. Par exemple, ici la calcite, qui constitue souvent le calcaire, c'est CaCO3. Les sulfates, ce sont les minéraux qui ont du soufre dans leur structure, mais le soufre sous forme oxydée. Vous voyez ici, le gypse dont j'ai parlé aussi avant, c'est CaSO4. Le soufre est sous forme oxydée. Les silicates, ce sont les minéraux dans lesquels il y a de la silice, la silice étant SiO2. Le minéral quartz, c'est un minéral de silice pur, SiO2, il fait partie donc de cette famille. Et puis il y a tous les minéraux qui sont en fait formés d'éléments natifs. Vous avez ici de l'or solide, alors souvent c'est les métaux, mais vous pouvez avoir aussi d'autres choses comme par exemple les diamants qui sont sur des éléments natifs. Voilà comment caractériser un peu ces minéraux. Alors quand on essaye de voir quels sont les minéraux les plus importants sur Terre au moins, ou dans la croûte comme on peut observer. Donc ici vous avez une analyse chimique moyenne, une moyenne de la chimie des roches qu'on trouve dans la croûte continentale. Vous voyez l'élément le plus abondant dans la croûte continentale, en fait, c'est l'oxygène. Ensuite, le deuxième élément le plus abondant, c'est le silicium. Ça, c'est en masse. Et si on continue, on a l'aluminium, le fer, le calcium, le magnésium. Quand on regarde ça, ce qui saute aux yeux, c'est que, en fait, silicium et oxygène, on a quasiment 2 oxygènes pour 1 silicium. Tout ça, ça fait les 2/3 de la composition de la croûte continentale. Un oxygène pour 2 silicium, c'est SiO2. Donc c'est presque du quartz, quoi. C'est les silicates sont en fait les minéraux les plus abondants dans les roches continentales. Et en fait, il se trouve que c'est les minéraux les plus abondants sur Terre. Sur Terre et même aussi sur les autres planètes. Donc les silicates, c'est la famille la plus abondante, c'est la famille la plus importante de minéraux qu'on va trouver dans le système solaire. Et donc c'est important de voir comment ça marche, comment ils sont faits et tout. Donc je vous fais juste un petit aparté sur ces minéraux. Ces silicates, donc, c'est des minéraux qui ont du silicium et de l'oxygène liés à l'oxygène dans leur structure. Il y a plusieurs familles de silicates que je vous présente sur cette diapo. En fait, ces différentes familles, elles diffèrent les unes des autres de comment ces tétraèdres SiO4, ces petites pyramides qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo, quels sont leurs liens ensemble. Par exemple, pour les nésosilicates, c'est comme l'olivine qu'on a vu tout à l'heure, la forstérite. Là, les tétraèdres et les petites pyramides, en fait, elles sont séparées les uns des autres, elles sont à une certaine distance les unes des autres. Par contre, on a vu tout à l'heure les clinopyroxènes, par exemple.
les clinopyroxènes, eux, on a vu que ces petites pyramides, les tétraèdres, en fait, ils partagent un atome d'oxygène. Ils sont liés à un certain endroit. On a deux siliciums sont liés avec un atome d'oxygène qui font ces grandes chaînes là. Voilà. Donc en fait, ces liaisons, on peut en avoir de différents types. Vous voyez les cyclosilicates par exemple. On va relier ces différentes tétraèdres de manière à faire des espèces de cercles, de formes. Les phyllosilicates, on va former des feuillets. Donc par exemple, souvent les argiles sont des phyllosilicates, c'est pour ça que ça se débite en feuillets. Les inosilicates, c'est ceux qui vont former des chaînes, et c'est par exemple les pyroxènes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on a d'autres minéraux qu'on appelle les tectosilicates, où là en fait l'agencement entre les différents les arrangements entre les différents tétraèdres est beaucoup plus complexe. Et en fait, ces types d'arrangements vont vraiment influer beaucoup sur les propriétés des minéraux et de la manière dont on va éventuellement les utiliser ensuite dans l'industrie ou pour faire certaines choses dans la nature. Je vous ai parlé de l'exemple des argiles, c'est un exemple qui est très parlant. Voilà. C'est la fin de cette première séquence.